Bienvenue à tous. La 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se tient du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan. Un rendez-vous crucial pour accélérer les mesures visant à lutter contre la crise climatique. Près d'une décennie après l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, les signaux sont au rouge. La planète se réchauffe. Les organisations de la société civile font monter la pression sur les dirigeants mondiaux. Que faut-il attendre donc de cette COP 29? Je reçois sur ce plateau un défenseur de l'environnement, Sylvain Akati. Vous êtes directeur de l'ONG AGEDI, Action des jeunes pour le développement intégral. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Bonjour Monsieur Gaëtan et bonjour à tous. Monsieur Akati, Paris, Marrakech, Bonn ou encore Dubaï, cette année, Bakou, une COP de plus sur la très longue route de lutte contre les changements climatiques. Une très longue route, oui, c'est vrai. La COP, c'était pour faire quoi? C'était pour renforcer l'action mondiale en termes de lutte contre les changements climatiques. Et la route, comme vous l'avez dit, elle a été si longue, mais au finish, qu'est-ce qu'on retient de cette marche jusqu'à cette COP qui arrive? Peut-être qu'on peut appeler COP de la trêve à Bakou, à Azerbaïdjan. Donc, il faut dire que ça n'a pas été facile. Les négociations sur des négociations. Les pays se rencontrent chaque année pour discuter des questions climatiques, des financements sur les changements climatiques. Mais ça donne quoi? On ne sait pas concrètement. Quand vous prenez l'accord de Paris qui s'achève 2020-2025, qui vient s'achever 2025, brusquement il était question de financer 100 milliards pour les pays du Sud, pour les permettre de lutter contre les changements climatiques. Mais dans la foulée, en 2022, on constate qu'il y a un rapport assorti de l'OCDE qui démontre clairement que sur les 100 milliards en 2022, les pays du Nord ont pu mobiliser plus de 115 milliards. Et les 115 milliards là sont passés où? Voilà vous, voilà moi. On n'a pas encore compris exactement là où les 115 milliards sont passés. Mais vous allez comprendre que presque un quart de ces 115 milliards sont destinés aux pays, aux PMA, aux pays les moins avancés pour les permettre de faire tout ce que vous appelez... De gagner le pari de leur résilience. Effectivement, de l'échéance. Mais est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a la transparence, la traçabilité dans la gestion de ces ressources? Justement, vous avez fait écho de l'accord de Paris sur le climat. Il y a presque une décennie, bientôt 10 ans, que cet accord a été adopté au Bourget, au nord de la capitale française. Mais certains analystes pensent que depuis lors, nous faisons du surplace. Est-ce que vous partagez aussi ce sentiment? Je partage effectivement leur sentiment parce que nous faisons de surplace. Pourquoi? Quand vous prenez des COP, ça devait être effectivement des négociations qui mènent vers des actions concrètes, surtout sur des questions de financement. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on prend les COP aujourd'hui, c'est du tourisme climatique. Mais peut-être le mot n'est pas bien placé, mais comprenez-le comme ça. Puisque à la fin de négociations, en conclusion, qu'est-ce qui revient sur la table pour dire que on a retenu quelque chose de concret pour avancer? On ne sait pas pour le moment. Donc ce sentiment, il est partagé par nous et nous demandons, on se pose des questions aussi de savoir qui devait payer les pots cassés dans tout ça là. Est-ce que c'est les pays développés? Est-ce que c'est le pays en voie de développement? Oui, c'est vrai, quand vous regardez aujourd'hui, on parle de nouveaux objectifs collectifs quantifiés. Donc, quelque chose qu'on appelle New Collective Quantified Goal. Mais cela voudrait dire quoi encore ça? Cela voudrait dire que les pays du Sud et les pays du Nord devaient se retrouver pour avoir une contribution et faire face
à la lutte contre les changements climatiques. Mais les 100 milliards, est-ce qu'on a pu faire quoi avec les 100 milliards? Rien. Donc le sentiment, il est partagé. Si on n'a rien fait avec les 100 milliards, on n'a rien vu venir avec les 100 milliards, c'est maintenant, avec le nouvel objectif, qu'on pourra mobiliser plus de 400 milliards et faire face. Oui, monsieur Akati, les COP, comme vous l'avez dit, se suivent. Hein. On a l'impression que les COP se suivent et se ressemblent sur l'épineuse question de financement pour l'adaptation. Passer des discours aux actes, votre véritable chemin de croix en tant que défenseur de l'environnement? Mais bien sûr, les COP se suivent. Chez moi, on a l'habitude de dire que c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Mais je vous dis que les fonds, quand vous prenez par exemple les fonds sur les pertes et préjudices, loss and damage, ces fonds-là sont créés à Touba l'année passée. Et c'est cette année à Bakou, là-bas qu'on va voir comment il faut faire pour mettre ces fonds en place. Est-ce qu'il faut additionner ces fonds-là aux fonds d'adaptation? Mais les fonds d'adaptation aussi qui souffrent déjà pour les pays en voie de développement par rapport à la mise en œuvre de leur CDN. Et donc nous disons que il faut qu'on s'arrête, il faut y faire une trêve, il faut vraiment réfléchir autrement, parce qu'aujourd'hui, pour arriver à réduire les gaz à effet de serre et atteindre à ces 1,5 degrés Celsius, il faut un certain nombre d'actions. Et ces actions-là, ça passe par l'agriculture intelligente, ça passe par la biodiversité, ça passe par la mobilité verte, ça passe par l'agriculture biologique, etc., etc. Et vous savez que depuis lors, c'est la société civile qui a mené des mouvements et qui a bougé, fait les plaidoyers, des recommandations pour amener les dirigeants des pays développés à cesser le massacre sur la transformation ou tout ce que vous appelez l'énergie fossile. Alors, mais pour l'heure, le chemin reste encore très long vers l'idéal que nous voulons de notre planète, mais les rapports du GIEC sont très alarmants. La planète se réchauffe de plus en plus. Et comment gagner le pari de la mise en œuvre véritablement des engagements pris au Bourget, qui était quand même un accord très ambitieux, monsieur Akati? Très belle question. Moi, j'ai vu notre pays, le Togo, qui va à la COP avec un certain nombre de projets concrets et pour aller discuter B2B, pour aller faire mêler des dialogues, pour aller faire des tables rondes, pour vraiment animer, rencontrer des partenaires et amener le financement au niveau national. Et ce qui se passe au niveau national, vous savez qu'il y avait le financement domestique. Donc les pays déjà finançaient la lutte contre les changements climatiques. Et maintenant, aujourd'hui, pour gagner le pari, il faut véritablement que les pays puissants, en commençant par l'Amérique, l'Union européenne, qui pensent vraiment qu'il faut un nouveau engagement financier. Et oui, un nouveau engagement financier, mais comment mettre le mécanisme pour mobiliser des ressources. Aujourd'hui, certaines parlent de mobilisation des ressources par les banques, c'est-à-dire par les privés qui vont rentrer dans le jeu. Mais quand les privés vont rentrer dans le jeu, ça va être compliqué. Donc les questions de traçabilité, les questions de transparence se posent aussi. Mais lorsque vous prenez par exemple le financement public, oui, il existait déjà. Mais on ne peut pas arriver dans ce nouveau engagement financier et demander les pays en voie de développement de contribuer. Alors quand vous parlez des pays en voie de développement, vous avez tourné tout à l'heure votre regard vers les États-Unis. Mais là, avec l'avènement d'un climato-sceptique, Donald Trump au pouvoir, est-ce que vous êtes inquiet en tant que défenseur de l'environnement? Tout est possible. Je ne suis pas inquiet parce que aujourd'hui la nature nous impose. Tout à l'heure dans votre question, vous allez voir que quand vous prenez le Brésil, quand vous prenez même ces pays du Nord, il y a le tsunami, il y a les vents violents, il y a la chaleur extrême, il y a le déplacement en termes d'inondation qui déplace les populations, 400 morts par ici, 500 morts par là, 1000 personnes déplacées. Donc ça nous interpelle. Donc si les États-Unis des États-Unis d'Amérique, je ne pense pas que peut-être c'est un jeu politique. Mais les États-Unis d'Amérique sous Donald Trump. Voilà, sous Donald Trump, voilà, c'est ça. Franchement parlant, que c'est un pays très développé et aujourd'hui ils sont conscients
de ce qui se passe dans le monde qui réchauffe et où tout le monde, nous sommes à l'extrême et c'est une urgence que tout le monde puisse mettre la main. C'est une urgence, personne n'est épargné. Monsieur Akati, face à ces défis aujourd'hui, quel doit être le mot d'ordre à Bakou? Le mot d'ordre doit être très simple. Il faut mettre les points sur les i. L'argent sur la table. Ça c'est clair et net. Parce qu'on a discuté longuement. Tous les COP, que ce soit Sharm el-Sheikh, où on a parlé des pertes et préjudices. Et c'est à Dubaï que ces fonds-là sont mis en place. Et à Bakou, on va parler maintenant comment on va mettre maintenant les fonds en place. Ça fait déjà 3 ans. On ne fait que discuter. On discute de quoi? Et pourtant, des questions urgentes, comme je le dis, sont sur la table. Les mers sont surchauffées, vous l'avez si bien dit. La terre est complètement dépassée. Plus rien ne va dans le monde. Plus rien ne va. Si je prends mon pays, le Togo, les gens attendent que la mer arrive au niveau de baie, ici, ou au niveau de GTA, avant que les gens sachent que quelque chose ne va pas. Mais c'est comme ça, ça va arriver. Un jour, la mer va... L'avancée de la mer est une réalité très préoccupante. Est très préoccupante. Donc, il faut changer les mentalités. Il faut prendre de conscience pour dire que vraiment, ça ne va pas. Donc, c'est comme ça, on va gérer. Et pour gérer bien, il faut de l'argent sur la table, c'est tout ça. Et en amont de cette COP29, les dirigeants mondiaux avaient adopté à New York, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, un pacte pour l'avenir afin de contribuer à revitaliser les objectifs de développement durable et l'accord de Paris notamment. Peut-on atteindre ce monde, cet idéal affranchi des combustibles fossiles? Et ça vous fait sourire? Ça me fait sourire effectivement parce que je me pose une question à l'intérieur et je prends l'exemple de ce qui s'est passé par exemple à Dubaï devant moi quand l'Arabie Saoudite avait exposé un moteur pour dire que c'est un moteur qui fonctionne sans fioul. Et après la COP, 2 semaines après la COP, c'est de Tam-Tam qui était sorti sur le pays pour dire en avant l'exploitation, en avant l'extraction des énergies fossiles. Alors, qui trompe qui? Le monde doit se développer sur la base du développement durable. Et qui parle du développement durable pense aux générations futures. Et sur cette base, je vous dis que nous devons entraîner tout le monde dans une dynamique de chercher de bonnes alternatives. Et c'est ce que moi j'apprécie. Je partageais un exemple au Ghana, d'où je viens à Accra, sur les CPCO dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée, 6 pays y compris le Brésil, et Libéria plutôt. Et le partage d'expérience que je partageais, donnez-moi 1 minute pour que je vous explique, mais on me posait la question sur le panel de savoir est-ce que l'État finance les organisations de la société civile dans leurs pays respectifs. Donc, seul le Togolais comme moi expliquait que oui, effectivement, au Togo, dans mon pays, le gouvernement subventionne les ONG. Et le journaliste ghanéen me posait la question de savoir, mais si le Togolais dit que l'État togolais subventionne les ONG, c'est comme aller chercher de l'eau dans une roche. Et je l'ai démontré que non, l'État subventionne bien et belle les ONG. Mais si vous êtes bien organisé, si vous travaillez très bien sur le terrain, l'État a mis des mécanismes pour accompagner tout le monde. Oui, monsieur Akati au Togo, oui. Vous faites une belle transition. Vous faites partie des modèles de cette jeunesse véritablement engagée pour la cause environnementale à travers votre ONG AGEDI. Récemment, vous avez été auréolé par la mise en œuvre d'un ambitieux projet sur les berges du fleuve Zio, c'est au sud du Togo. Qu'est-ce qui a été fait là concrètement, très rapidement? Merci pour la question. Ce que nous avons fait sur les berges lorsque nous étions arrivés en 2016, c'était laissé pour compte, comme ce qui se passait aussi au niveau de la pêche. Les gens pensaient qu'on nous a coopté pour aller travailler sur les berges. Mais pourtant, nous, on voyait déjà l'avenir, le fleuve, la rivière qui était envasée et il fallait faire quelque chose. On voyait les femmes utiliser de l'engrais chimique et lorsque on va dans les COP pour apprendre
un peu à négocier, on constate qu'on dit, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut faire il faut mobilité verte, il faut faire une agriculture biologique, et c'est ce que nous avons commencé par faire avec les jeunes et les femmes. Elles sont plus de 2000 aujourd'hui, et nous avons commencé par reboiser avec le projet Waka. Aujourd'hui, nous avons reboisé 120 hectares. Et les résultats sont palpables. Il y a un monsieur, je dis un haut gradé de l'armée qui est descendu sur les berges là-bas. Il a témoigné sur notre plateforme qui regroupe plus de 500 personnes environ, qui est multi-acteur, qui a dit ceci, que quand vous arrivez sur les berges du fleuve Zion, vous allez croire que vous êtes dans un autre monde. C'est comme ça n'est pas à Lomé. Mais le peu que nous avons fait a changé automatiquement les berges de fleuve Zion. Pourquoi? Et voilà ce qu'il faut faire. Tout le monde devait se mobiliser pour faire ce que nous sommes en train de faire sur les berges, parce que aujourd'hui, c'est ça qui va atténuer un peu les effets des changements climatiques, mais ça va permettre de stocker les puits de carbone, et ça va permettre effectivement, pourquoi pas, d'améliorer le couvert végétal, tant comme indicateur recherché par l'État togolais. Alors, votre combat pour la cause climatique environnementale, vous le dites permanent. Alors, vers où pourrait-il s'étendre, s'intensifier prochainement? Nous, notre problème, c'est d'amener des gens à reboiser plus, et tous les jours, même dans la saison sèche. Si c'est possible de le faire, il faut le faire. Mais nous allons étendre nos actions dans les milieux sensibles, donc dans les zones sensibles. Donc, continuer par restaurer les zones côtières. Donc, on a en vue de faire quelque chose avec FAO, qui se pointe, qui a vu ce que nous avons fait, qui l'intéresse. Donc, nous, on a en vue de faire mieux vers Togo-Komé, pour restaurer peut-être plus de 100 hectares. On a envie de restaurer les collines des monts Kabylie. On a compris autant de projets, on ne va pas finir, va pas finir d'égrener le chapelet de tous ces projets sur ce plateau. Malheureusement, le temps ne nous le permettra pas. Merci d'être passé sur ce plateau, Monsieur Sylvain Akati. Merci à vous et à très prochainement. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.